Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans une vidéo très spéciale comme tu as pu le voir dans le titre et dans la miniature puisqu'il s'agit d'une interview. J'interviewe aujourd'hui Lionel Poirot qui est Vedya, donc un praticien en Ayurveda qui s'est formé en Inde. Et je ne vais pas te le décrire plus parce qu'il se présentera dans cette vidéo, mais juste pour te donner une petite introduction. C'est une personne que j'ai rencontrée grâce à des recommandations et j'ai eu la chance d'étudier auprès de lui pour certains on va dire, modules d'Ayurveda. J'ai énormément aimé ses enseignements, j'aime beaucoup son approche très globale de l'Ayurveda. Il est aussi professeur de yoga. Il te décrira tout ça beaucoup mieux que moi dans la vidéo. Mais je voulais juste te l'introduire. Il a une histoire vraiment passionnante puisqu'il a étudié en Inde. Donc tu vas entendre des histoires de gourous, des histoires de chocs culturels, etc. qui sont vraiment très enrichissantes. Et que tu sois intéressé par les études en Inde ou non, c'est toujours je trouve vraiment très intéressant d'avoir ces retours-là. Donc je suis passionnée personnellement par ce qu'il enseigne, par son histoire et par sa vision de l'Ayurveda. Donc si jamais c'est ton cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu retrouveras tous les liens de tout ce dont on parle dans la vidéo, dans la description de cette vidéo. Et je te retrouve du coup à la fin. Bonjour Yolen. Bonjour Manon. Ça me fait très plaisir de t'avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je voulais avoir cet entretien avec toi. C'est un entretien que j'ai en réalité déjà eu en privé et que je me suis dit serait vraiment très intéressant de partager avec plus de monde parce que de nos jours, je pense que beaucoup plus de personnes en France souhaitent se former à l'Ayurveda. Et comme tu pourras te présenter ensuite, tu es donc Vedya, donc praticien en Ayurveda et particulièrement formé en Inde. Donc, je vais te laisser te présenter aux personnes qui vont regarder cette vidéo, notamment ton nom, ton prénom, comment tu es venu à l'Ayurveda, comment tu décrirais ton métier actuellement, etc. Ok, merci Manon de m'inviter pour cette vidéo. Je m'appelle Lionel Poirot. Je suis donc Vaidya. J'ai fait mes études en Inde de 2008 à 2014 et voilà, je pratique depuis sur Grenoble en tant que consultant en Ayurveda. Et actuellement, je vais commencer en fait une formation sur l'Ayurveda, un petit peu plus spécialisée, on va dire, pour des personnes qui voudraient aller plus loin en fait dans l'enseignement de l'Ayurveda. Donc en Inde, on me connaît sous le nom de Narendra Das. C'est un nom qui m'a été donné par mon mentor, Sri Shivananda Vaidya, qui est un tradipraticien du sud de l'Inde, qui m'a transmis notamment en fait l'art du Nadi Pariksha, donc de la prise de pouls en Ayurveda. Et c'est un nom qui m'a été donné puisque traditionnellement, quand on finit ses études en fait de médecine en tant qu'ayurvédiste en Inde, la tradition veut que le mentor qui nous a inspiré le plus pendant nos formations nous donne un nom. Donc c'est un deuxième nom, c'est pour ça qu'on appelle un Vedya un Dvidya. Donc en sanskrit, Dvi veut dire deux, Ja veut dire qui a pris une naissance une deuxième fois, où on est censé perdre, on va dire, notre identité sociale pour gagner une identité en fait au service de l'Ayurveda et des gens qui sont en attente et en besoin en fait de soins et de conseils. Voilà, Narendra Das. Donc Narendra veut dire le médecin. C'est aussi le faiseur de pluie. Donc Nara, c'est l'homme. Indra, donc Indra, qui est le roi en fait, le roi des cieux. Donc Narendra, c'est le roi des hommes, mais ça détermine aussi Narendra, le Vedya, le médecin en fait. Hein. Et un Narendra est un médecin en Ayurveda, en Inde. Et Narendrada, c'est celui qui suit le chemin en fait du médecin. Et mon mentor, quand il m'a donné ce nom, me l'a donné pour deux raisons. La première, puisque c'était les 150 ans, je crois, de la mort ou de la naissance plutôt de Swami Vivekananda, qui avait pour nom Narendra, avant qu'il devienne Swami.
et qui a donné et transmis, on va dire, les prémices du yoga en Occident, à la fameuse conférence de Chicago, je crois que c'était en 1885. Et il m'a dit, toi maintenant qui vas revenir dans ton pays, c'est à toi aussi de transmettre en fait l'Ayurveda. Et du coup, Narendra, c'est celui qui suit les pas de Narendra, donc de Swami Vivekananda. Mais une autre chose qu'il m'a dit, il m'a dit aussi que un bon médecin, c'est celui qui est toujours sur une voie d'apprentissage et de connaissance. Donc Narendra, c'est celui qui suit le chemin en fait de cette connaissance qui est inépuisable et qui voilà, ne cesse de m'émerveiller à chaque fois que je plonge mon nez dans un texte ancien ou que je partage ma passion de l'Ayurveda avec d'autres. C'est vraiment une très belle histoire. Je ne connaissais pas l'histoire de ton prénom, donc c'est vraiment très intéressant parce qu'on comprend un petit peu mieux toute cette logique de transmission de l'Ayurveda qui n'est pas Oui, vraiment souvent, présente en France. oui, souvent, en fait, si tu veux, c'est pris un petit peu comme, ouais, bon, le bonhomme, il se la pète un peu, il est allé en Inde pendant 6 ans, il revient avec un nom, et il pense qu'on va lui jeter des fleurs, lui toucher les pieds. Mais en fait, c'est pas du tout l'esprit. Il y a une réalité derrière qui fait partie, effectivement, d'une culture qui est difficilement, comment dire, transductible, on va dire, chez nous, et qui parfois peut être mal interprétée. C'est pour ça que je me permets dans cette vidéo de raconter cette histoire parce qu'elle me touche beaucoup et elle donne du sens du coup à ce genre d'initiation. Avec plaisir, et surtout que on en apprend un peu plus sur la culture indienne et comment les transmissions sont faites, donc c'est toujours très très intéressant. Et je pense qu'on aimerait savoir qu'est-ce qui t'a amené à te diriger vers l'Ayurveda. La méditation. En fait, en 2003, voilà, j'ai une histoire, un passif un petit peu mouvementé et c'était une époque de ma vie où beaucoup de choses ne faisaient plus sens du tout. Donc une espèce de scission avec mon parcours académique, une scission avec mon éducation, une scission avec la culture dans laquelle j'étais, dans laquelle j'avais du mal à trouver ma place. Et j'ai eu la chance de partir faire un cours de méditation Vipassana, c'était en mai 2003. Et lors de ce cours de méditation, il y a eu vraiment comment dire, il y a vraiment eu du sens qui est revenu dans ma vie. Et j'ai du coup poursuivi ce chemin qui m'a énormément nourri, qui continue à me nourrir et qui m'a amené petit à petit à trouver un moyen, un outil en tout cas pour comprendre ce dialogue sensible que je ressentais d'ores et déjà avec la nature, avec le vivant, mais que j'avais du mal à mettre des mots, que j'avais du mal à maîtriser. Là, la méditation lui donnait en fait toute sa dimension et toute son ampleur. Qui plus est, elle me donnait une grille de lecture qui me permettait de voir que une science en conscience, c'est une science qui s'habite, qui s'incarne, qui s'expérimente et qui ne se détache pas en fait de notre propre expérience. Et de là, du fait qu'en parallèle, j'avais commencé des études en herboristerie, donc à l'École lyonnaise des plantes médicinales, je me suis dit, mais il doit y avoir automatiquement un système de soins, quelque chose qui doit partir en fait de la méditation. Et du coup, dans mes recherches, en regardant les médecines bouddhistes, tibétaines, chinoises, j'en suis venu à connaître donc l'Ayurveda. Et j'ai acheté, je me rappellerai toujours, j'habitais à Gap à cette époque avec Maricel et j'ai commandé 2 livres, c'était Prakriti du docteur Robert Svoboda et l'encyclopédie de l'Ayurveda du docteur David Froley. Voilà. Et ces livres, j'ai lu en fait les 3 ou les 5 premières pages. Et ça a eu vraiment un effet bœuf. Je me rappelle de ne pas avoir dormi pratiquement pendant 2 jours, une espèce d'excitation intérieure qui m'a vraiment poussé à vouloir en fait étudier l'Ayurveda parce que j'avais enfin trouvé
ce qui vibrait en fait dans mes méditations, l'expérience que je faisais de la nature de mon esprit et de mon propre corps, c'était transcrit dans ces premières pages en fait de ces ouvrages, et ça m'a motivé en fait à essayer de me former dans ce système. Donc ça, c'était la première motivation, c'était ça, la méditation. Ouais, c'est génial parce que souvent on parle du yoga. Comme on dit, j'ai commencé l'Ayurveda suite au yoga. Et au final, que toi, tu aies même eu cette pratique avant même, peut-être que tu faisais déjà du yoga, mais Non, euh, non, je ne faisais pas du yoga. C'est que quand j'ai rencontré en fait Maricel que je me suis mis au yoga. Mais si tu veux, pour mettre les choses bien claires, on s'aperçoit que dans un texte comme la Charaka Samhita, tu trouves la définition en fait du mot yoga. Et à cette époque, c'est-à-dire dans la même époque que Patanjali, ou en tout cas dans une époque qui précède même l'époque de Patanjali, dans la Charaka Samhita, donc dans la partie du texte qui s'appelle Sharirasthana, donc sur l'étude en fait du corps, hein, où il décrit l'anatomie du corps, etc., il y a un descriptif de ce que l'Ayurveda définit en fait comme yoga. Et dans la définition de Charaka, c'est l'observation des sensations du corps telles qu'elles apparaissent, sans développer ni désir, ni aversion pour l'expérience de ces sensations. Ce qui est exactement en fait la définition de la méditation. Donc, on retrouve les prémices du yoga bien avant qu'il s'élabore sous un système où on retrouve des asanas, des pratiques de souffle, de mudra, de visualisation, où on a le yoga non pas comme une discipline, mais comme un état. Et c'est dans cet état de yoga, d'union en fait à la connaissance, que l'Ayurveda en fait s'est incarné, a été redécouvert par les rishis en fait. Il y a de ça certainement plusieurs millénaires. On ne sait pas trop en fait. Et d'ailleurs, dans le premier partie en fait de la Charaka Samhita, on élabore les origines de l'Ayurveda, et c'est bien une origine où des sages, hommes et femmes hein, certainement, se réunissant en fait sur les contreforts de l'Himalaya, sont rentrés dans un état méditatif, donc dans un état du yoga, pour retrouver en fait l'essence même des lois de la nature et du vivant qui ont donné cette première grille de lecture qui forme les bases fondatrices en fait de ce qu'est l'Ayurveda. L'Ayurveda comme science de la vie plutôt que strictement comme une science médicale. L'Ayurveda s'est développé en fait dans un système médical certainement bien après s'est développé à la base sur justement la lecture, la reconnaissance de ces lois du vivant et de la nature. oui, et Donc, pour avoir même suivi certains cours du professeur Svoboda dont tu parlais au début. D'ailleurs, je mettrai les références des livres dont tu parles, c'est des très très bons livres. Et il parle du fait qu'à la base, l'Ayurveda était probablement chamanique, donc beaucoup moins codifié, beaucoup plus tourné vers l'observation de la nature et d'utiliser la nature dans le sens pas utiliser des plantes comme on le ferait aujourd'hui, mais tout à fait. de se ressourcer pour trouver la solution pour chaque individu en réalité. Donc c'est vraiment intéressant de se rappeler de ça, qu'avant qu'il y ait des textes, avant qu'il y ait des codes, avant qu'il y ait toute cette méthodologie au final autour de l'Ayurveda, c'était peut-être pas une discipline, mais un art et une science qui étaient profondément ancrés dans Voilà. l'observation de la nature. Oui, bien sûr, oui, cette observation de la nature, elle est vraiment importante, et elle fonde en fait ce qu'est l'Ayurveda, ce qui, je trouve, à mon sens, est un petit peu perdu aujourd'hui, notamment en Inde, où plus qu'une vision du vivant et de la nature, on a un système médical strictement, enfin à strictement parler, très théorique, dans laquelle on a tendance à vouloir copier la médecine allopathique plutôt que de vouloir vraiment
acquérir en fait ce regard holistique en fait du vivant et de la nature. Oui, tout à fait. Pour avoir vu des vidéos, des cours par des Indiens, etc., ils sont en blouse blanche avec leur tableau derrière et Yes, c'est yes. très, très scolaire. Et j'aimerais continuer du coup sur toi exactement, où est-ce que tu as étudié, combien de temps d'ailleurs? Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu tes études en Bien Inde? sûr. Alors, en fait, si tu veux, à la base, je voulais étudier pas trop loin de chez moi. Donc, au début, j'ai voulu étudier en France ou en Europe. Et de ce que j'ai vu, en fait, ça ne me plaisait pas trop. Mais pas du tout même. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas aller aux sources? Et du coup, on a décidé de faire le grand saut et de partir en Inde pendant 6 ans. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, j'étais en communication avec une personne qui faisait aussi de la méditation et qui, elle, finissait ses études de Vedya donc en Inde et avec laquelle j'étais en relation et qui m'a permis du coup de m'inscrire dans cette université qui est la Gujarat Ayurveda University, donc l'université d'Ayurveda du Gujarat, qui est dans la ville de Jamnagar, donc qui se trouve au nord, on va dire, du Gujarat, qui est un État indien qui se situe à l'ouest, au sud du Rajasthan, pas très loin du Pakistan, qui est coincé entre le Maharashtra et le Rajasthan. Donc c'est l'État de naissance de Gandhi, pour ceux qui connaissent. Ok, je mettrai une petite carte comme ça, on pourra voir où Ouais. c'est directement. Ok, donc 6 ans en Inde du coup. Oui, 6 ans. Donc, c'est des études de 5 ans et demi qui délivrent un diplôme qui s'appelle le BAMS. Donc, c'est Bachelor in Ayurvedic Medicine and Surgery. Donc, c'est un diplôme qui donne en fait la capacité de pratiquer la médecine ayurvédique, mais aussi le peu de ce qui reste de pratique chirurgicale dans l'Ayurveda, puisqu'on considère, et je considère aussi, que les progrès en médecine allopathique sont surtout dans le domaine chirurgical, peu dans le domaine de la médecine générale. Et que du coup, toutes les vieilles méthodes chirurgicales ayurvédiques ont pratiquement disparu parce qu'elles sont désuètes totalement, elles sont totalement dépassées. Mais il reste, notamment au niveau des chirurgies anorectales, certaines procédures qui rivalisent encore sans trop surciller avec la médecine allopathique actuelle, notamment la méthode du Ksharasra, donc qui est un fil de lin médicalisé à base de différentes couches de plantes, donc de latex, de cendres et de poudre de plantes, et qui permettent d'inciser en fait notamment les hémorroïdes, mais aussi de nettoyer les fistules rectales, qui ont souvent énormément de récidives dans la médecine allopathique et qui n'ont aucune récidive en fait dans la médecine ayurvédique. Alors, c'est des méthodes qui sont plus douloureuses, plus longues, mais qui ont cet avantage d'avoir moins de récidives. Donc, du coup, l'OMS a demandé au gouvernement indien et donc à certaines universités ayurvédiques en Inde, dont celle de Jamnagar où j'ai étudié, de répandre et de moderniser un petit peu ces techniques pour pouvoir l'amener aussi dans une politique de santé indigène, donc c'est-à-dire dans les couches de la population indienne, loin des villes et des villages qui n'ont pas accès aux soins et qui permettent du coup d'amener ces opérations en ambulatoire et sans trop en fait de matériel nécessaire et avec des bons résultats. C'est vraiment Voilà, très donc intéressant parce qu'en effet, la chirurgie, c'est une des 8 branches de l'Ayurveda. On n'y pense pas vraiment parce que de nos jours, on pense surtout à l'allopathie pour la chirurgie. Mais ça faisait partie des 8 branches de l'Ayurveda et qui étaient très, très décrites d'ailleurs par Sushruta notamment. Donc, c'est intéressant qu'ils continuent d'en parler au moins un petit peu dans les études actuellement en Inde. alors on en parle et puis donc on pratique vraiment en fait. Alors c'est plutôt c'est des interventions, c'est rare quand. Alors ce qui est intéressant, c'est que par exemple
donc dans l'université où je travaillais, de l'autre côté de la rue, il y avait l'hôpital donc allopathique moderne, dans laquelle on faisait venir de temps en temps un anesthésiste quand même. Donc on avait des opérations avec l'intervention d'un anesthésiste qui pouvait donner une péridurale, par exemple, pour pouvoir faire ces chirurgies anorectales qui ne sont pas dépourvues de douleur. Voilà. Et nous, en Ayurveda, à part donc des produits à base de gougoulou, donc Comnifora mukul, hein, qui est une plante ayurvédique, pour essayer de réduire le stress inflammatoire, on n'a pas grand-chose. Donc, dans le temps, on utilisait le cannabis et l'opium aussi, hein, qui sont toujours utilisés hein, pour pouvoir avoir cet effet anesthésiant. Dans Sushruta, on retrouve l'alcool aussi, hein, c'est-à-dire que dans le temps, il rendait ivre-mort la personne avant de la mettre sur le billard, en fait, hein, pour l'opération. Donc ça, on ne le fait pas. Hein. En plus de ça, dans le Gujarat, il y a une prohibition de l'alcool, donc on ne pouvait pas du tout utiliser ça. Mais bon, bref, blague à part, l'idée c'était de travailler en fait main dans la main avec l'hôpital allopathique qui déléguait en fait dans ce cadre un anesthésiste ou une anesthésiste dans ces opérations-là. Donc il y a vraiment cette notion de médecine intégrative qui est très présente en Inde et que je trouve vraiment très intéressante. Oui, Voilà. c'est sûr. Ok. Tu pourrais nous décrire un petit peu une journée type, par exemple, de ce que tu faisais dans cette université en termes d'emploi du temps, combien d'heures par jour, la quantité de travail à côté? Oui, alors grosso modo, si tu veux, alors là, il faut que je m'y remette un petit peu. Les semaines types, c'est du lundi au samedi, d'accord, hein, donc tous les jours, il n'y a pas de pause, avec un système un peu à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire des cours de 9 heures du matin jusqu'à midi 45, avec des cours de 45 minutes sur différents sujets, donc théoriques et l'après-midi, du pratique de à peu près, si mes souvenirs sont bons, ça devait être ouais, 3h30 jusqu'à 6 heures du soir ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'était une journée type. Il faut savoir que en fonction des années, il n'y a pas les mêmes sujets qui sont traités. En première année, par exemple, tu n'as pas nécessairement accès aux hôpitaux, hein, puisque tu es une première année, donc tu es plutôt en cours, tu es plutôt au laboratoire pour faire des analyses d'urine, des analyses de sang, de prendre l'anamnèse avec le patient, donc en ce qu'on appelle en OPD, donc c'est Outside Patient Department, c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent à l'hôpital mais qui n'y restent pas, d'accord, qui ne sont pas admis en fait pour une surveillance. Voilà. Et puis dans les années qui suivent, beaucoup de pratiques en laboratoire pharmaceutique, donc dans la préparation en fait et la confection de plantes, enfin de ce qu'on appelle de yoga, donc de combinaisons de plantes sous forme d'alcoolature, de teinture mère, de décoction, de processus alchimiques aussi. On incorpore des métaux avec des calcinations, avec des distillations, etc., etc. Et puis, effectivement, une période de plus en plus longue l'après-midi où on va, avec les médecins qui sont responsables des différents départements, on les suit dans leurs consultations. Et donc, soit en OPD ou soit en IPD, donc en Internal Patient Department, donc pour les gens qui restent. Et puis, la mise en place aussi, petit à petit, de procédures le matin, donc avant les cours, de massage, de purgation, de vomissement qui se font souvent assez tôt le matin. Donc ça, c'est le côté, on va dire, universitaire. Je Et précise pour les personnes qui connaissent pas du tout le panchakarma. Quand on parle de vomissement, c'est une thérapie qui fait partie du panchakarma. C'est une des 5 actions qu'on peut faire pendant le panchakarma. C'est donc quelque chose qui est médicalisé, qui est surveillé. oui, Et en effet, la partie où il y a des vomissements se fait le matin au moment du lever du soleil, si je ne me trompe pas. voilà. Donc ça, oui, merci de le rappeler. C'est vrai que
C'est pas juste des vomissements comme ça, hein, comme on peut faire en yoga, on prend juste de l'eau salée, on se met les doigts et puis on vomit. Là, il y a vraiment une longue phase de préparation, d'écoute du feu digestif. Voilà, c'est une procédure qui peut être assez délicate puisqu'on utilise des plantes en plus qui sont souvent cardiotoniques, voire même des fois cardiotoxiques, qui ont une certaine toxicité. Il faut bien s'assurer que le patient, on puisse gérer la bonne dose pour que le patient puisse prendre en fait ce mélange, avoir ses effets vomitifs et de vomir ces plantes pour pas qu'elles soient ingérées et métabolisées complètement par le système, sinon après elles peuvent toucher le cœur. Donc c'est sous surveillance où on prend toujours le pouls, la pression sanguine, des fois c'est monitoré aussi par un électrocardiogramme pour être sûr que ça se passe bien, hein. Voilà, donc c'est une journée type, si tu veux, qui évolue sur ces 5 années et demie, où la dernière année, en fait, on est considéré comme interne, où on est constamment à l'hôpital, matin et après-midi. Et il arrive même des fois qu'on soit appelé, il m'arrivait 2 fois d'assister à des accouchements, où là on peut être appelé de nuit, enfin, selon justement le moment où la personne va accoucher. Ok. Et en termes de travail à côté, qu'est-ce qui t'était demandé? Est-ce qu'il y avait des examens à chaque année? À quelle forme ça Oui, avait? c'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est pratiquement des études continues. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'on rentre à la maison, c'est comme des études de médecine. La première année est une année de bizutage intellectuel monstrueuse, où on doit se taper non seulement l'Ayurveda, mais la médecine allopathique et le sanskrit, où c'est des heures et des heures de travail en plus. C'est terrible. Ça donne très envie comme ça. Ah ouais, non, c'est vraiment, c'est très dur. D'ailleurs, on était, je pense, un peu plus d'une dizaine dans ma classe et on a terminé à 4 à la fin d'année, en fait, hein, voilà, parce que ben, les gens craquent, en fait, ça craque parce que c'est dur. C'est dur puisque en plus de tout ça, il y a le climat, d'accord? Donc ça peut être des 50-51 degrés à l'ombre l'été, d'accord? La mousson quand elle décide de venir, les moustiques, le bruit, les odeurs, et puis l'Inde avec les Indiens, avec leur culture, leur force, leur agitation, et puis la nôtre, hein, bien sûr, hein, voilà, tout ça, on le reçoit de plein fouet, et il faut travailler et se concentrer dans ce cadre-là, et c'est une charge monumentale de travail et de stress. C'est une adaptation à l'extrême, voilà, Et c'est du costaud. particulièrement pour un occidental, j'imagine. Oui, et du coup, les examens se font, donc c'est des... Alors à l'époque, puisque le cadre du BAMS évolue pratiquement tous les 4-5 ans, mais à mon époque, c'était 3 sessions d'une année et demie, hein, donc ce qui donne 4 ans et demi d'études et une année d'internat en plus, donc 5 ans et demi. Et à la fin de chaque cycle, donc d'1 an et demi, tu as un examen qui va compter pour ton passage en fait dans le second puis le troisième cycle. Donc, ce sont des périodes qui sont très intenses où tu dois, excuse-moi du terme, mais vomir un tas de connaissances incroyables avec beaucoup, beaucoup de par cœur. Hein, c'est un petit peu à l'ancienne, quoi, hein. Comme nos grands-parents, eux, ils connaissaient le bled, le Becherel, ils le connaissaient par cœur et c'était pratiquement de la récitation de messe. Là, c'est un petit peu pareil. Il faut vraiment amener beaucoup de par cœur, de compréhension sur des examens qui durent 3 heures. Souvent, on a ce qu'on appelle des papers, donc des thèmes d'études. Tu avais Itias, donc c'est l'histoire de l'Ayurveda. Tu avais Padartha Vigyana, qui est la philosophie en Ayurveda, donc tout le contexte des Samkhya, etc., mais aussi de tous les autres darshana qui comptent pour 2 papiers. Texte
de l'Ayurveda qui devait être étudié aussi dans sa première partie, ce qu'on appelle Rachana Sharira, qui était l'anatomie en Ayurveda, mais aussi en médecine allopathique, qui comptait pour 2 papiers. Kriya Sharira, qui est la physiologie en Ayurveda, donc Agni, les doshas, etc., qui comptait pour 2 papiers, avec bien sûr ses contreparties en médecine allopathique, le sanskrit, et puis, oui, je crois que c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Donc tout ça, en fait, compte à chaque fois pour plusieurs papiers, donc une dizaine d'examens, de 3 heures d'écrit, voilà, et puis des oraux. Hein, donc tu passes des oraux avec, bon, bah voilà, vous avez un échantillon d'urine, voilà, vous mettez du bleu de méthylène, la réaction, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'un gravitomètre, à quoi ça sert dans une analyse d'urine, quand une langue elle est comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, là vous avez un patient qui est comme ça, qui se présente à vous comme ça, quelle est sa prakriti, voilà. Donc il y a des oraux aussi, hein. Donc c'est vraiment très cadré, hein. C'est vraiment des études, c'est des heures et des heures d'études, voilà, c'est complet. Oui, j'imagine. Mais c'est bien que tu en parles parce que je pense qu'il y a beaucoup de... on peut s'imaginer beaucoup de choses par rapport à comment l'Ayurveda est transmise en Inde. Et je pense que tu vas nous le décrire après. Il y a plein de manières de le transmettre, comme le Bien fait que sûr. tu as un gourou directement. Mais c'est bien qu'il y ait une idée déjà de réellement ces études, qu'est-ce qu'elles contiennent et à quoi elles nous préparent aussi. Parce que peut-être que tu pourras nous dire, toi, qu'est-ce que tu as aimé particulièrement et qu'est-ce qui t'a manqué ou qu'est-ce qui a été vraiment challengeant pour toi dans ces études. Alors bon, comme je le disais, le gros challenge, c'est le climat. Le climat, s'habituer au climat, à la culture. Alors, ça peut être très facile pour certaines personnes, hein. Il y a des gens qui s'y adaptent très vite, et puis pour d'autres, voilà, c'est moins évident. Mais le climat, la culture, le bruit, la pollution, hein, parce que moi, j'ai toujours vécu en montagne, je suis un montagnard d'origine, d'arriver dans une ville d'indienne comme ça, de but en blanc, ouais, c'était costaud, c'était costaud. Donc, il y a déjà ça. Il y a aussi l'anglais. Je maîtrisais l'anglais pas si bien que ça en vérité. En plus, c'est un anglais indien, hein. C'est pas un anglais English, quoi. C'est English, comme ils le disent, hein. C'est à moitié hindi, moitié English. Le sanskrit. Alors, le sanskrit, je m'y étais préparé un petit peu à l'avance parce que c'était ma grande hantise. Avant de partir en Inde, j'avais pris des cours avec Hélène Marinetti qui a les cahiers de Samskya, voilà, qui j'ai vu dernièrement donne toujours des cours d'ailleurs en sanskrit que je recommande, qui m'a permis du coup de me faire une bonne introduction en sanskrit et de prendre un petit peu d'avance, on va dire, qui m'ont énormément aidé pour tout de suite me mettre dans le bain parce que le premier cours, la première chose qu'on a eue dans le premier cours, c'est tout de suite un verset en sanskrit au tableau. Et derrière, il fallait que ça suive. Ah. Qu'on connaisse déjà le sanskrit ou pas, il fallait suivre. Et derrière, il n'y avait pas à rechigner. Ah oui, mais monsieur, on ne sait pas encore. Non, non, c'est tu suis ou tu ne suis pas. Et derrière, c'est à toi de faire des cours du soir, c'est à toi d'aller. C'est pas à eux, si tu veux, de changer leur manière de faire. Alors que nous, en Europe, on paye des cours, donc d'une certaine manière, on a envie que le cours soit à notre image, d'une certaine À manière. Si notre ça, rythme. voilà, à notre rythme, etc. Alors que là-bas, c'est tu suis, point barre. Tu ne suis pas, pas grave. Mais je pense que c'est aussi, j'ai entendu beaucoup parler de la transmission du yoga aussi pour la pratique des asanas, qui était pas forcément très bienveillante entre un gourou et son disciple. C'était pareil, tu suis ou tu sors en fait. C'est un peu ça, oui. Et puis, il y a une espèce de, de confrontation avec ses propres ressources et ses propres potentiels et tout ce qui les bloque en fait en nous. Et en fait, je me suis aperçu en venant en Inde que j'avais énormément de blocages et de résistance dans ma manière de voir. Il fallait que les Indiens changent, il fallait que l'Inde change, mais moi, non.
moi, c'était parfait, tout allait bien. Et ces Indiens, mais qui sont nuls, ils n'ont rien compris. Et non, en fait, c'est simplement que j'étais dans mes résistances. C'était pour moi de travailler des heures durantes, que les cours ne soient pas progressifs à mon rythme, à moi, à mon attente. Ça ne me convenait pas, tout simplement. Donc, tant que tu es en résistance là-dedans, tu souffres. C'est une grande souffrance. Et c'est une souffrance pour moi qui a duré pratiquement 1 an et demi, jusqu'à un moment où, pouf, il y a quelque chose qui a lâché et bon, ça y est, c'est bon. C'est Mais ça vraiment met du... important d'en parler parce qu'en effet, mais tous, mais personnellement aussi quand j'ai voyagé, il y a cette résistance qui arrive instantanément où on se dit mais pourquoi ils font les choses comme ça? Mais en vrai, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire les choses, etc. Il y a vraiment automatiquement cette résistance où on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont raté, etc. Et après, on se remet en perspective, on dit attends, on n'a pas du tout la même histoire, on n'a pas du tout la même vision du monde. Et en effet, c'est là que la souplesse rentre en jeu dans la découverte d'une culture. Donc, c'est vraiment intéressant que tu partages ça parce qu'en plus, tu avais le stress des études et la Oui, densité de savoir qui était présente. Donc, oui, ça doit être vraiment très challengeant. oui. Ah ouais, non, c'était le... Et si tu veux, et souvent j'en parle et on en reparle avec mon épouse Marie-Celle qui m'a suivi et qui, elle aussi, fait des études en Inde. Hein. Elle fait des études de yoga, de naturopathie, étudier la danse. En fait, ce qu'on gagne aussi dans ce genre d'études et avec leurs difficultés, c'est, je pense, des qualités qu'il faut avoir en tant que thérapeute. De la patience, de la persévérance, de la tolérance, de l'altruisme. Et tout ça, on ne peut pas l'acquérir simplement en bouquinant des livres ou en étant sur des bancs d'école. C'est une école de la vie et l'Inde est une grande école de la vie, vraiment. Oui, c'est un enseignement qui est vécu au quotidien, au final. C'est ça. C'est vraiment très intéressant. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la suite? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi une fois que tu as terminé que tu as reçu ton diplôme? Est-ce que c'est là que tu as rencontré ton mentor? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début, quand je suis arrivé en Inde, j'avais beaucoup d'attentes sur l'Ayurveda. Et je vais te dire, la première consultation que j'ai eue en Ayurveda, c'est que je suis arrivé en Inde et assez rapidement, j'ai eu une infection fongique dans l'oreille, très légère. Et donc, je suis allé au département de Chalakya Tantra, donc, qui est le département qui s'occupe de tout ce qui est ORL et ophtalmologie en Ayurveda. Et ma première consultation, c'était un médecin ayurvédique qui m'a tiré l'oreille, qui m'a mis un otoscope dans l'oreille, qui a regardé mon oreille, qui m'a dit, vous avez des champignons, allez à la pharmacie et prenez des gouttes antibiotiques. Et là, Je suis pas venue en Inde pour ça, moi. je suis resté mais complètement, mais attends, mais il me parle même pas de ma constitution, c'est quoi le délire? J'étais complètement perdu en fait. Qui plus est, je commence les cours et moi j'étais là, oui, alors c'est quand est-ce qu'on démarre la prise de pouls, etc. Et on me dit, non, mais ici, le pouls, enfin, je t'arrête tout de suite, tu vas l'apprendre dans les textes, mais ici, dans le cadre universitaire, on ne l'utilise pas. Oui, c'est important à préciser parce que beaucoup pensent que le pouce est un indispensable de l'Ayurveda. Ça peut l'être, mais le problème, c'est que c'est pas enseigné vraiment. Non. Bah, en fait, si tu veux, il y a le fait que l'Ayurveda soit rentré dans un cadre universitaire, lui a amené énormément de choses. Donc déjà un cadre, parce que c'est tellement vaste que bon, ça permet de prendre un peu les choses dans l'ordre, mais en même temps, ça s'est dépouillé de pas mal de choses, et notamment en fait de cette lecture du pouls, qui est plus vue un petit peu comme ouais, un art un petit peu à la Madame Irma, tu vois, de bonne aventure, si tu veux, comme quelque chose qui est vraiment pris en sérieux. En tout cas, dans un cadre académique de l'Ayurveda. Il n'empêche que moi, j'avais croisé des personnes qui s'étaient formées auprès de mentors dans différentes parties de l'Inde, qui ont réellement appris le pouls et qui l'utilisaient dans un cadre académique, mais ils n'étalaient pas cette science-là, ils ne s'en vantaient pas, puisque tout de suite, les instances académiques de l'université ou dans laquelle j'ai étudié
les rabrouer tout de suite. Parce que ce n'est pas scientifique, ce n'est pas quelque chose qui peut être reproductible, etc. Donc, j'étais très déçu. Donc, entre ma première consultation et le fait qu'on ne prend pas le pouls, j'ai dit, mais en gros, qu'est-ce que je fais là, quoi? Et puis, petit à petit, en rentrant en matière, on commence à s'ouvrir en fait à la puissance, la profondeur de ce qu'est l'Ayurveda. Et là, j'ai été mais complètement abasourdi par son amplitude. J'aurais jamais cru en fait que ça allait à ce point-là. Au-delà du fait que j'avais déjà une vie introspective, je pensais assez développée, là, c'était au-delà de mon entendement. Et c'est ce qui m'a tenu en fait, et ce qui a fait que j'ai pu contre toute cette adversité, on va dire intérieure et extérieure, continuer en fait à étudier jusqu'à un moment où j'ai lâché l'idée de trouver un maître du pouls. Et j'ai complètement oublié ça parce que c'est très, 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 très difficile de trouver quelqu'un qui est expert du pouls. D'ailleurs, beaucoup de Védias en Inde utilisent la méthode du docteur Vasantlad qu'on trouve dans son livre Nadi Pariksha, je ne sais plus comment ça s'appelle, Le secret du pouls ou quelque chose comme ça. Et moi-même, j'ai commencé à étudier avec ça parce que il n'y a rien d'autre, tout simplement. Ouais. Jusqu'à un moment où j'ai eu, par un hasard, alors c'était assez intéressant, je me rappelle, c'était dans mon 2e cycle, on devait partir en études botaniques dans un jardin qui se trouvait à Ahmedabad, donc la capitale, on va dire, du Gujarat, à Gandhinagar exactement, qui est la ville administrative pour le Gujarat. Et au moment où on visitait ce jardin et qu'on faisait notre herbier, on devait faire un herbier avec les feuilles, les fleurs des arbres, des plantes, etc. Il y avait un workshop, donc un stage qui se déroulait dans ce jardin. Et en regardant ce qui était écrit en Gujarati sur les banderoles, je lis, oui, c'est un camp de Nadi Pariksha. Et je m'approche un peu plus et je vois des copains indiens, donc des Gujaratis, qui étaient donc dans mon université. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là et tout? Et il dit, écoute, on est avec un maître de pouls, il s'appelle Shivanandar Vedyar, il vient du Kerala, du district de Wayanad. Et il est là pour partager son art. Je dis, mais c'est génial, où c'est qu'il faut s'inscrire? Elle me dit, oui, mais bon, il faut parler hindi, gujarati. Je dis, je sais un petit peu, mais c'est pas grave. Elle me dit, ouais, bon, on a commencé, c'est sur la fin, en fait. Donc, assez dépité, je suis revenu à mon herbier, et puis, voilà, c'est passé comme ça. Et puis, l'année d'après, cette personne, en fait, est venue à Jamnagar. Elle est venue à Jamnagar parce qu'elle avait entendu qu'à Jamnagar, donc l'université, la plus grande université d'Ayurveda au monde, en gros, le Nadi Pariksha, c'était de la pipoterie, en gros. Et pour lui, en tant que praticien, en tant que Vedya, c'était inconcevable qu'on ne puisse pas utiliser en fait le Nadi Pariksha en Ayurveda, et qui plus est dans une institution si renommée en fait. Donc, il était venu, donc lui, il sortait de sa forêt, il était pieds nus avec son longhi, donc il mesure, je ne sais pas, 1,50 m, il m'arrive sous l'aisselle, on va dire, et avec tout son enthousiasme et puis cette lumière pétillante dans les yeux pour essayer de transmettre en fait son art. Et c'était un camp qui s'est organisé, je crois, en 2013, donc c'était un an avant que je finisse mes études. Je venais d'avoir mes examens, j'étais en internat, donc j'avais beaucoup de temps aussi. Et c'est là où j'ai commencé donc, à le rencontrer. Et le courant a tout de suite passé entre nous deux, tant et si bien que j'ai fait de nombreux voyages en fait, au Kerala. Dès que j'avais des vacances, du temps, j'allais dans le Kerala pour continuer en fait, à le suivre dans sa pratique. Et donc là, je suis rentré dans un autre cursus, qui est un cursus du Guru Shishya Parampara, donc une tradition de maître à élève, pas du tout universitaire, et en présence, en fait, bien plus que la plupart des enseignants que j'avais pu avoir en cours dans ces longues années d'études, et avec une connaissance du terrain exceptionnelle. Et donc là, je l'ai suivi
au grand étonnement des Indiens eux-mêmes, puisqu'ils admettaient personne, et surtout pas un occidental. C'était inconcevable qu'un maître comme ça accepte en fait non seulement un élève, mais en plus de ça, un étranger. Parce qu'on a beau vivre en Inde pendant 6 ans, on reste un étranger. Et j'ai eu donc la chance d'apprendre avec lui et avec son père, donc Sri Thankapar Vedya, qui est mort à l'âge de 104 ans à l'été 2019. J'ai eu la chance de rencontrer, avec lequel aussi il y a eu une transmission très forte. Et voilà, donc en gros là, par contre, l'emploi du temps était tout à fait différent. C'était lever 3h45 du matin, douche froide, et puis on allait donc consulter soit dans des ashrams, soit dans des orphelinats, puisque ces consultations étaient gratuites, et on changeait tous les 3-4 jours d'endroit, puisque notre lignée est celle du Lada Vidya, qui est une lignée en fait de médecins nomades, en fait, errants, hein, ce qui est la définition en fait de Charaka. Hein. Les Charaka, en fait, étaient certainement une secte de médecins errants, nomades, et donc on circulait constamment. Donc on consultait de 4h du matin jusqu'à 10h30, 11h. On avait une petite pause vers 8h30, 9h, on grignotait un petit truc, alors un petit déjeuner sadhvik pour pas corrompre en fait notre lecture du pouls, puisqu'il faut être non seulement à l'écoute de ses propres pouls, mais aussi du pouls de la personne. Donc, il ne faut pas corrompre en fait cette lecture par des aliments, par exemple. Et suite à ça, on mangeait vers 11h30 midi, une sieste quand même. Et l'après-midi, on voyageait souvent pour aller à une autre destination, et c'est là où il faisait une transmission. Et dans ce genre de transmission, effectivement, pour revenir à ta question, c'est une transmission c'est pas nous qui décidons. Enfin voilà, on peut poser des questions, mais c'est pas sûr qu'on ait des réponses. Voilà. Et souvent, les réponses amènent d'autres questions, et il y a tout un jeu en fait de questions-réponses qui nous amène à déclencher une expérience intérieure nous permettant nous-mêmes d'avoir la réponse. Voilà. Donc pendant combien de temps tu as suivi ce mentor? Alors, 1 année, et après je suis revenu, après mon départ d'Inde, je suis revenu en 2015 et en 2016 aussi pour continuer et apprendre à ses côtés, jusqu'à un moment où voilà, il a été temps que je reste en France et que je puisse moi-même concevoir justement moi-même de transmettre. Voilà. Et c'est là où il m'a dit bon, maintenant en gros t'en connais assez, c'est pas que j'ai plus rien à t'apprendre, loin de là, hein. Il y avait plein de choses qu'il m'a pas appris, puisque c'était pas au goût du jour, notamment beaucoup de choses sur les plantes que j'ai pas du tout apprises avec lui, qui m'ont été utiles. Enfin, ça promettait d'être passionnant, mais on n'a pas eu le temps. Et puis, c'est pas ça qu'il voulait me transmettre, c'était vraiment le pouls. Et voilà, il m'a dit maintenant, c'est temps pour toi de transmettre ce que tu as appris. Et en gros, bon, ça sert à rien. Enfin, je veux plus te voir en Inde, quoi. En gros, c'était un petit peu ça l'idée. Ok, et du coup, très bonne transition. Comment tu as vécu ta transition vers la France, ensuite d'avoir une clientèle patiente? Voilà, j'espère que la première partie de cette interview t'a plu. J'ai préféré la diviser en deux parce qu'elle était bien plus longue que ce que j'avais prévu. Dans la deuxième partie, du coup, tu vas en savoir plus sur comment il a intégré l'Ayurveda en France, donc comment il a trouvé une patientèle, comment il a fait pour adapter tous les enseignements qu'il avait reçus en Inde à la population française, parce que c'est vraiment très particulier. Tu vas aussi en savoir plus sur son parcours en tant qu'herboriste, puisqu'il est aussi herboriste. On va parler un peu plus de ses enseignements, donc quelle forme de cours il donne,
Et il va te présenter un mentorat qu'il a créé spécialement pour les étudiants en Ayurveda. Et ça, je t'invite vraiment à revenir pour la deuxième partie parce que c'est très intéressant. On parlera aussi de sa vision de ce que devient l'Ayurveda dans notre civilisation actuelle et la part de spiritualité dans l'Ayurveda aussi qui lui tient beaucoup à cœur. Donc n'hésite pas à revenir pour la deuxième partie de cette vidéo, je suis sûre qu'elle va te plaire. Et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je te souhaite de prendre bien soin de toi et à très bientôt dans une prochaine vidéo.